Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Aujourd'hui, un petit savoir ancestral sur pas vraiment juste une carte, je vais faire une petite entorse à la règle, parce qu'en fait on m'a demandé, il y a déjà un certain temps, de faire un savoir ancestral sur le Palantir. Et le Palantir, c'est une carte qui est très difficile à mettre dans un deck et qui est très difficile à sauver, même en essayant de construire un deck autour de cette carte. En fait, il n'y a pas vraiment de raison, de manière de bien jouer cette carte, même si je vais un petit peu quand même essayer de creuser. Mais c'est surtout parce que le Palantir, pour bien comprendre son intérêt et son fonctionnement, il faut avoir bien en conscience la catégorie de cartes qu'est le Palantir. Alors on pourrait mettre le Palantir dans la catégorie des cartes de pioche, mais je ne suis pas de cet avis. Le Palantir certes fait piocher des cartes, mais c'est avant tout, à mon sens, une carte de sonde. Et donc j'aimerais bien profiter de cette vidéo pour vous parler de la sonde. Parce que la sonde, en fait, c'est un petit peu ma mécanique de jeu préférée. Alors, on va dire ça, j'ai toujours adoré la sonde depuis le jeu de base. J'ai souvent construit des decks de sonde et quand je joue en solo, je mets toujours des cartes de sonde dans mon deck, ou pratiquement toujours. La sonde, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant en solo. Mais qu'est-ce que la sonde, me direz-vous, pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est? Eh bien, la sonde, c'est très simple. La sonde consiste à regarder une ou plusieurs cartes du deck de rencontre, et donc, à l'avance, et donc de savoir ce qui va sortir dans le prochain renforcement. Alors, la sonde est évidemment d'autant plus puissante que l'on est peu de joueurs. Pourquoi? Parce que si vous êtes en solo, regardez la première carte de votre deck, vous allez savoir, par exemple si vous faites en phase d'organisation, vous allez savoir quelle sera la prochaine carte qui va être révélée du deck de rencontre. Et ça, c'est super fort. C'est super fort parce que ça vous permet de planifier votre tour, ça vous permet d'optimiser votre tour, vous savez ce qui va arriver. Donc pour moi, la sonde est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et pourtant, on la voit pas beaucoup. Pourtant, il y a quand même quelques cartes de sonde. Moi, j'ai recensé 14 cartes dans la collection de sonde, même si on va voir toujours les mêmes. Et le Palantir fait donc partie de cette catégorie des cartes de sonde. Pourtant, il n'est pas joué. Alors, penchons-nous un petit peu sur le Palantir. En plus, le Palantir, c'est le seul attachement qui fait de la sonde. Donc on pourrait se dire, c'est une des seules cartes qui va vous faire de la sonde permanente, parce que la plupart des autres cartes vous faites de la sonde ponctuelle. Il y a Denethor, du corset, qui fait de la sonde permanente. Vous avez une Amarr Champ-Rivière qui fait de la sonde permanente. Mais voilà, le Palantir, c'est a priori un outil très puissant de sonde. Donc le Palantir, rappelons un petit peu son effet. C'est une carte neutre. Déjà, c'est un attachement qui coûte 1, qui est unique, on peut pas en avoir plusieurs à table, qui s'attache à un héros noble, et qui vous dit, pendant la phase d'organisation, et uniquement pendant la phase d'organisation, vous pouvez incliner le Palantir et le héros attaché pour nommer un type de carte de rencontre. Et regardez les 3 premières cartes de rencontre. Pour chacune des cartes du deck de rencontre nommées que vous voyez, vous piochez une carte. Pour chaque autre type de carte, vous augmentez votre menace de 2. Donc, c'est une sonde, avant tout. Vous regardez les 3 premières cartes du deck de rencontre. C'est super puissant de voir 3 cartes du deck de rencontre. En solo, en duo, 3 à 4 joueurs, ça n'existe pas. Donc, en solo, c'est super fort, vous voyez votre prochain renforcement et même le prochain effet d'ombre si vous avez un ennemi, et même peut-être la carte du renforcement du tour suivant. C'est juste assez incroyable en termes de puissance de planification. En duo, vous voyez tout votre renforcement et un effet d'ombre. Même s'il y a un renfort, vous voyez quand même tout renforcement, ce qui est frustrant avec une Amarr Champ-Rivière par exemple quand vous sondez renfort. Donc c'est super fort, c'est super méga fort, mais pourquoi on ne joue pas le Palantir alors?
Ben parce que il y a énormément de contraintes. Première contrainte, l'attacher à un héros noble. Ça peut paraître un détail, mais tous les héros ne sont pas nobles, et beaucoup de héros nobles possèdent leurs propres attachements, ou bien des attachements enfin, vous allez me dire, ça change rien, c'est pas restreint. D'accord, mais voilà, on va pas forcément penser à mettre cet attachement-là, on va plutôt mettre d'autres choses. Donc bon, c'est la moins grande des contraintes, mais c'est une contrainte. Deuxième contrainte très importante, incliner le héros attaché. Ça, c'est quand même très dur de devoir incliner le héros attaché. Toutes les cartes qui nécessitent d'incliner le héros attaché sont des cartes que l'on va jouer très peu, très parcimonieusement, pardon, parce que incliner un héros, vous pouvez pas l'utiliser pour rien, parce que ici c'est en phase d'organisation, donc c'est pour rien. Vous pouvez pas quêter, vous pouvez pas défendre, vous pouvez pas attaquer. Soit vous prévoyez de la d'étape, mais donc du coup ça rajoute une couche à la mécanique. Donc voilà, dans l'échelle de l'usine à gaz, on n'y est pas encore, mais voilà, ça nécessite de prévoir de la d'étape. Ou bien vous vous passez du héros. Alors certes, vous allez avoir une information très intéressante derrière, mais avec un personnage de moins pour gérer, pour optimiser cette information. Mais c'est même pas ça vraiment le problème du Palantir. Le Palantir, c'est évidemment son effet négatif. Augmentez de 2 votre niveau de menace par carte qui n'est pas du type que vous avez nommé. Et ça va arriver souvent. En termes de probabilité, il y a 4 types de cartes dans un deck de rencontre, 5 même, dans certains scénarios. Vous avez les ennemis, les lieux, les traîtrises. C'est les 3 plus courants. Et on va aller très grossièrement dire un tiers, un tiers, un tiers. C'est pas le cas du tout, hein. Dans tous les scénarios, il y a des scénarios, il y a plus de lieux, il y a des scénarios, il y a plus d'ennemis, il y a des scénarios, il y a plus de traîtrises. Mais allez, on va être simple, on va faire un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'ennemis, un tiers de lieux, un tiers de traîtrises. Parfois, vous rajoutez à cela des quêtes annexes. Parfois, vous rajoutez à cela des objectifs. Et au final, vous vous retrouvez avec moins d'un tiers du deck qui répond à la condition de nommer un type de carte. Ça veut donc dire, grosso modo, à la grosse louche, et j'ai pas fait les calculs pour une fois, qu'à chaque utilisation du Palantir, vous allez augmenter votre menace de 4. C'est énorme. C'est énorme. Malgré l'information, c'est énorme. Et en fait, le Palantir, quand il est sorti, parce qu'il est sorti dans Assaut sur Osgiliath, donc il est pas sorti pourtant assez tôt, c'est dans le cycle 3, c'était déjà trop tard. Il y avait déjà mieux. Et c'est fini. Le Palantir n'est jamais vraiment sorti des classeurs parce que il existait mieux. Il existait mieux pour moins cher, pour moins de contraintes. Et donc ce Palantir, on ne le joue pas. Pourtant, il est si fort. 3 cartes. Reproductibles autant que vous voulez parce que c'est un attachement. Mais toutes ces contraintes, incliner un héros, augmenter de 4, allez, on va dire 4 de menace, hein, c'est ce que vous allez faire, vous allez augmenter de 4 à chaque fois. Donc ça vous oblige, si vous voulez optimiser le Palantir, qu'est-ce que vous devez faire? Prévoir de la d'étape du héros, ou bien construire un deck qui vous permet de vous passer de ce héros, ce qui aujourd'hui est suicidaire. Si vous voulez vous passer du héros, vous ne le mettez pas, ça démarre votre menace plus bas et vous prenez un contrat. Hein, donc bon. Et 2, prévoir de la baisse menace. Beaucoup de baisse menace. Du coup, même moi qui adore la sombre, je n'ai jamais construit un deck où le Palantir est resté dans la decklist parce que l'augmentation de menace est vraiment beaucoup trop grande, beaucoup trop rapide. Et attendez, quand je vous dis que vous augmenterez de 4, quand vous aurez la chance de piocher au moins une carte du type nommé, mais quelles sont les probabilités que vous en piochez 0? Elles sont pas nulles. Très très loin d'être nulles. Je veux même bien vous les calculer. Allez, je vous les calcule, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Le calcul a été fait. Vous avez 72% de chance, dans un deck
constitué, je suis parti d'une hypothèse de 30 cartes du deck de rencontre avec 10 cartes de chaque type dedans. Vous avez 72% de chance d'en avoir au moins une en piochant 3. Seulement 25% de chance d'en avoir 2 en piochant 3 d'un type donné. Et 3% de chance d'en avoir 3. Donc, dans 97% des cas, vous augmenterez votre menace d'au moins 2. Dans 75% des cas, vous augmenterez votre menace d'au moins 4. Et dans 28% des cas, vous augmenterez votre menace de 6. C'est des probabilités qui sont pas très positives. Donc, ce Palantir, malheureusement, pourtant il y a un potentiel derrière. Et en plus, c'est d'autant plus dommage. Pourquoi c'est d'autant plus dommage? Parce que d'une part, la carte est magnifique. L'illustration du Palantir est juste magnifique. Moi, je la trouve extrêmement bien, extrêmement belle, cette carte. Mais aussi parce que mécaniquement, cette carte est super bien construite par rapport à l'objet qu'est le Palantir dans le Seigneur des Anneaux. Le Palantir, lorsque vous regardez dans la pierre, vous avez accès à une information extrêmement précieuse, mais regarder dans les pierres, c'est aussi être corrompu par l'ennemi qui contrôle les autres pierres. Saruman a été corrompu comme cela. Et donc, regarder dans la pierre vous donne une information précieuse, mais vous rapproche de votre inéluctable destin d'être corrompu par l'anneau. C'est extrêmement bien construit. Le fait qu'on ne puisse l'attacher qu'à un héros noble. Mais oui, il y a que les nobles. Aragorn, il sait regarder dans la pierre, il ose affronter le regard dans la pierre de Sauron. Hein, le petit Pipin, quand il attrape la pierre, il sait rien faire, le pauvre, hein, le nabo, il en peut plus. Donc, c'est très très bien rendu cette carte. C'est vraiment dommage que ces effets négatifs soient trop négatifs et empêchent vraiment de tirer parti de cette carte. Alors même avec un Aragorn connaissance, la montée de menace est telle, et il y a tellement mieux surtout. Si on avait que ça, si avec ça en sonde, je crois qu'elle serait jouée cette carte. Mais il y a tellement mieux, et il y a tellement plus fort, que malheureusement le Palantir on ne le joue pas. Donc vous voulez jouer le Palantir quand même, parce que vous aimez l'objet, parce que vous avez envie de faire un deck thématique, ben jouez-le avec de la détape sur le héros qui l'aura, ou bien vous prenez le parti que ce héros vous servira qu'à ça, ce qui est dommage. Vous mettez forcément de la baisse menace, beaucoup de baisse menace, et un candidat vraiment tout trouvé pour ce Palantir, c'est Aragorn de connaissance, mais je crois qu'Aragorn de connaissance n'a pas le trait noble. Il faudrait que je vérifie ça. Est-ce qu'Aragorn de connaissance a le trait noble? Je n'en suis même pas certain. Je vérifie ça en vitesse, parce que ce serait dommage. Évidemment que je dise des bêtises. Donc notre Aragorn de connaissance... Est-ce qu'il est noble? Non, il n'est pas noble en fait. Je raconte des bêtises. Il n'est pas noble, Aragorn connaissance. Donc, ce serait le candidat idéal, mais il peut pas l'avoir. Mais bon, il peut être dans le deck. Et vous attachez ça à un autre héros noble. Donc peu importe. Mais voilà. Donc le Palantir, voilà. C'est très trop risqué par rapport à ce qui existe. Et donc, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce qui existe. Qu'est-ce qui existe en sonde? Je vous ai cité 14 cartes de sonde. Quelles sont les meilleures cartes de sonde? Alors, au niveau héros, on n'a que un héros qui fait de la sonde. C'est le Denethor du Corset. Et le voit-on? Non. Pourquoi? Pour les mêmes raisons quelque part que le Palantir. Le fait d'incliner le héros pour pouvoir activer la capacité est trop contraignant. Pourtant, il est très fort ce Denethor, parce que non seulement il vous permet de regarder une carte du deck de rencontre, mais si elle ne vous plaît pas, vous pouvez la mettre sous le deck. Le souci, c'est qu'on a un allié qui s'appelle Firial, et qui fait pareil, mais c'est juste un allié, sans être incliné. Il faut juste qu'elle s'engage à la quête. Oh bah tiens, à la 3 de vente. Notez quand même que pour être vraiment pointilleux, Firial n'est pas une carte de sonde. C'est plutôt un cancel dans la technique du jeu. C'est pas une carte de sonde, pourquoi? Parce que entre le moment où vous regardez la carte avec Firial et le moment où vous révélez les cartes de rencontre, vous n'avez pas de fenêtre d'action. Donc vous n'avez pas d'optimisation possible. Pour rappel, lorsque vous engagez vos personnages dans une quête, ils s'engagent
tous en même temps. Donc vous ne pouvez pas engager Firial, regarder la carte, la replacer ou la défausser, et puis engager les autres personnages. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez engager tous vos personnages en même temps, et puis déclencher les réponses ou les actions possibles. C'est des réponses, Firial c'est une réponse. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez regarder la carte. Et donc, vous n'avez aucun moyen d'agir une fois que vous avez vu la carte. Vu qu'une fois que vous avez engagé vos personnages de la quête, vous n'avez pas de fenêtre d'action avant le renforcement. Donc, c'est une petite subtilité de règle que je trouvais bien de rappeler et qui fait que pour moi, Firial n'est pas une carte de sonde. Firial est un cancel. Un cancel de la carte que vous avez la chance de voir avant d'appliquer ses effets. Pour moi, Firial, c'est juste un cancel. Peut-être le cancel le plus fort du jeu, mais c'est un cancel et pas de la sonde. Alors, sauf éventuellement, allez, ok, pour les éventuelles autres réponses qui se déclencheraient quand le personnage s'engage à la quête. Allez, à la limite, vous déclenchez les réponses dans l'ordre que vous voulez. Donc, par exemple, vous avez Firial et Arwen, l'allié, qui s'engagent dans la quête. Vous pouvez d'abord déclencher la réponse de Firial. Ah, c'est un ennemi, je vais donner mon plus 1 de défense à tel personnage. C'est autre chose, je vais donner mon plus 1 de défense à un autre personnage. Enfin bref, voilà. C'est pour vous donner un exemple. Vous avez un tout petit peu de marge, mais vraiment rien. Donc, pour moi, ça justifie pas le terme de sonde pour Firial. Donc, alors, qu'avons-nous d'autre en sonde? Alors, nous avons beaucoup de cartes sondes qui sont des cartes de sonde en one-shot. Des cartes de sonde qui ne vont servir qu'une fois. Comme le voyageur du Selduin et l'éclaireur de l'Itilien. Je ne sais plus en français, c'est pas éclaireur de l'Itilien, garde de l'Itilien et voyageur du Selduin. Ces deux cartes, quand elles entrent en jeu, vous permettent de regarder la première carte du deck de rencontre. Et si c'est un lieu dans le cadre du voyageur du Selduin, si c'est un ennemi dans le cadre du garde de l'Itilien, vous pouvez défausser cette carte. C'est de la pure sonde, avec un cancel intégré. C'est juste une carte. Mais c'est un allié qui entre en jeu. En secret, c'est sympa. En dehors du secret, c'est trop cher. On ne les voit donc pas. La Hobbit, j'ai oublié le mot en français, Cautious Halfling, donc la Hobbit prudente, voilà. La Hobbit prudente, même chose. Hein, lorsqu'elle entre en jeu, regardez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte n'est pas un ennemi, piochez une carte. Là c'est sympa, ça vous fait piocher une carte. Si c'est pas un ennemi, donc je trouve que ça la rend quand même relativement intéressante à jouer, même si évidemment c'est pas un héros qui va être dans tous les decks parce que sa statline est beaucoup trop faible, 1-0, 1-2 pour 2, mais pour 2 ça peut vous faire une pioche et une information, ma foi, pourquoi pas, mais il y a mieux. Notez que le Palantir, j'en ai pas parlé, son effet positif, piocher une carte pour chaque carte de type donné, ça ne contrebalance malheureusement pas suffisamment les effets négatifs de l'augmentation de menace. Alors, Firial, j'en ai parlé. Alors, un autre que je classe comme Firial, plutôt comme enfin c'est pas vraiment un cancel ici, mais plutôt comme une espèce de réaction plutôt qu'une vraie sonde, c'est l'aîné longue barbe. L'aîné longue barbe qui vous permet, donc lorsqu'il s'engage dans une quête, de regarder la première carte du deck de rencontre. Si c'est un lieu, on peut placer un marqueur de progression, sinon il perd -1 de volonté. De nouveau, c'est pas vraiment de la sonde, parce que vous n'avez pas vraiment beaucoup de possibilités d'agir après qu'il ait été engagé dans la quête. Donc voilà. Mais voilà, il regarde effectivement techniquement une carte du deck de rencontre, mais vous pouvez pas planifier derrière. Enfin, très peu. Très peu de marge pour planifier derrière. Voilà, et évidemment le dernier allié qui est le plus fort du lot dans la sonde, c'est bien sûr Enamart Champ-Rivière, carte du jeu de base. Et Enamart Champ-Rivière, pour le solo, c'est juste du caviar. C'est un allié qui ne va servir qu'à ça. Donc vous vous en foutez complètement de sa statline, etc. Il coûte que 1, il est super pas cher, 1, et vous pouvez à chaque tour sonder la première carte du deck de rencontre et vous pouvez le faire quand vous voulez. Donc, jouez Enamart Champ-Rivière. Quand on le met en jeu, on est tenté de tout de suite utiliser son action, mais ne le faites pas. Ce n'est pas la façon la plus maligne de le jouer. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il y a des effets dans le deck de rencontre qui peuvent afficher des dégâts directs. Enamart Champ-Rivière, il a 1 point de vie. Il est donc très sensible à cela. Donc le meilleur moment pour jouer Enamart Champ-Rivière, son action, c'est en fin de tour. Donc il faut le garder redressé, et puis une fois que vous êtes en fin de phase de combat, boum, vous l'utilisez et vous voyez la carte du prochain renforcement.
Notez qu'Enamart peut être aussi utilisé pour sonder la prochaine carte ombre, hein, pourquoi pas. Donc il a une versatilité que Palantir n'a pas, par exemple, hein, parce que même si du Palantir c'est 3 cartes, mais que voilà, il va pas vous faire augmenter votre menace, voilà, ce genre de choses. Il vous nécessite pas d'incliner un héros, donc Enamart pour 1, vous avez une sonde d'une carte à chaque tour. C'est extrêmement, pour moi c'est bien meilleur que le Palantir qui coûte 1 aussi, mais qui a des contreparties très très violentes, là où Enamart n'en a pas. Donc Enamart Champ-Rivière est vraiment le meilleur allié de sonde pure, parce que je vous l'ai dit, pour moi Ferial c'est pas de la sonde, c'est du concept. Donc voilà pour les alliés. Les attachements, il n'y a que le Palantir. Et en fait, au niveau de la sonde, il y a beaucoup d'événements qui vont vous permettre de sonder. Il y a exactement 7 événements, enfin 7. Pas vraiment 7, vous allez voir pourquoi, mais il y en a certains que je classe comme étant dans la sonde. Commençons par les plus évidents. Nous avons eu assez vite dans le jeu, c'était dans l'ombre et la flamme, donc cycle 2, quand je vous disais qu'il y a mieux que le Palantir qui est sorti avant. Donc dans l'ombre et la flamme, nous avons eu Risqué de la lumière. Risqué de la lumière, c'est une carte qui est chère, 3, mais qui a secret 3. Donc dans les decks secrets, Risqué de la lumière, c'est pété. C'est complètement pété dans les decks secrets. Dans les decks non secrets, c'est peu joué parce que c'est fort cher. Et Risqué de la lumière, ça vous dit, vous pouvez regarder les 3 cartes, les 3 premières cartes du deck de rencontre, vous pouvez en choisir une et la mettre sous le deck de rencontre et remettre les 2 autres dans l'ordre que vous voulez. C'est, en termes de puissance pure, la meilleure carte de sonde du jeu. Vous pouvez éliminer une des cartes qui ne vous convient pas et remettre les 2 autres dans l'ordre que vous voulez. C'est très fort, mais c'est pas ultime non plus. Parce qu'en fait, on va vite se rendre compte que remettre 2 cartes A, B ou B, A, ça va pas forcément toujours changer grand chose. Le fait de pouvoir en éliminer une, ça c'est cool. Mais on va vite se rendre compte que d'autres cartes vont vous permettre d'avoir un très très bon contrôle aussi sur cette sonde. Je vais en parler juste après. Mais Risqué de la lumière, vous jouez secret, vous avez connaissance, c'est auto-include. Il y a zéro raison de ne pas mettre Risqué de la lumière dans un deck qui démarre en secret. Ça vous donne un avantage tactique en début de partie, et Dieu sait si c'est important, hein, les decks secrets ont du mal en début de partie, ils ont besoin de temps. Ça peut vous donner le temps nécessaire. C'est gratuit, vous sondez 3 cartes, voilà, 2 cartes techniquement du deck de rencontre, vous éliminez une menace imminente qui ne reviendra pas avant longtemps. Voilà, c'est juste énorme ce Risqué de la lumière, et je vois pas de raison dans un deck qui démarre secret et qui a de la connaissance de ne pas mettre Risqué de la lumière dans le deck. Voilà, tout simplement. Donc Risqué de la lumière c'est super fort, mais malheureusement, quand on est au deck secret, parce que mettre 3 ressources pour ça, ben ça commence à faire cher. À moins vraiment de rouler sur l'or. Et donc évidemment, dans les decks secrets qui démarrent à 19-20, et ben voilà, il faut l'avoir en première main. Sinon, ça devient une carte difficile à jouer. Donc cette Risqué de la lumière, on l'a eu relativement tôt. Alors on a eu aussi Needful to Know, je n'ai oublié le nom de la carte en français, mais je vous l'ai incrusté à l'écran, hein, donc vous verrez, qui est sorti aussi dans le cycle 2, hein, c'est dans la porte de Rubicorn, donc c'est encore plus récent, encore plus vieux. Hein, et donc cette carte-là, elle coûte 2, de nouveau c'est un peu cher. Elle a secret 2, donc pour les secrets, c'est gratuit. Et vous pouvez augmenter votre menace de 1. Alors là, petit embêtement, pour les decks secrets, c'est pas cool. Pour regarder la première carte du deck de rencontre, ensuite, réduisez votre menace de X, où X est la menace de cette carte. Alors ça peut être 0, parce que les traîtrises n'ont pas de menace, les objectifs n'ont pas de menace. Mais voilà, vous avez en grosso modo 2 tiers de cartes qui vont avoir de la menace dans le deck. Donc 2 fois sur 3, vous allez réduire votre menace d'au moins 1, mais bien souvent de 2 ou 3. Donc au final, c'est un gain pour le secret, sauf si vous n'avez pas de chance. C'est ce petit aspect de loterie qui fait que cette carte est peu jouée. C'est pas assez safe, c'est pas assez consistant. Même avec 2 chances sur 3, c'est pas assez consistant. Surtout que Enamart Champ-Rivière vous donne la même information que cette carte-ci.
sans risquer d'avoir pris un de menace pour rien. Parfois c'est intéressant, parfois ça ne l'est pas. C'est relativement peu joué, même en deck secret, parce que aussi les slots sont précieux dans les decks. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Si on peut jouer la marche en rivière, si on peut jouer risquer de la lumière. Ici c'est son deck une carte. Et puis une fois que vous n'êtes plus en secret, ça coûte 2. Voilà. Autant d'arguments qui fait que c'est peu joué, mais ça reste, à mon sens, plus intéressant qu'à Palantir, parce que la contrepartie reste relativement limitée. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre comme sonde? On avait Rumeur de la Terre, qui est encore plus ancien, parce que c'est un retour à la forêt noire, donc cycle 1, que Rumeur de la Terre apparaît. C'est une carte gratuite, qui vous dit, regardez la première carte du deck de rencontre, ensuite vous pouvez payer une ressource connaissance pour ramener Rumeur de la Terre dans votre main. Sur papier, de nouveau, c'est assez séduisant. Une carte gratuite. Pour 0, vous sondez une carte. Donc, c'est intéressant quelque part. C'est une information gratuite. Mais c'est un slot dans le deck, ça ne sert qu'une fois. Et si vous voulez la recycler, ça va commencer à vous coûter cher sur le long terme. Donc, surtout que la sphère connaissance est celle qui génère quand même aujourd'hui le moins de ressources, encore moins que la sphère tactique. La sphère tactique a des solutions, la sphère connaissance n'en a pas. Donc, Rumeur de la Terre, voilà, c'est séduisant sur papier, mais c'est peu joué également. Ça prend des slots dans le deck, ça vous donne juste l'information sur une carte, et c'est difficile de la rejouer encore et encore, comme toutes ces cartes, hein. Vous pouvez les payer pour les rejouer. Généralement, ça se joue pas souvent. Pourtant, sur papier, c'est bon, mais de nouveau, à l'époque où c'est sorti, on avait Enamarch en rivière. Et donc, Enamarch en rivière, qui permet de le faire à chaque tour, est techniquement plus fort que cela, qui occupe des slots dans le deck et qui ne servent qu'une fois, ou 2 ou 3 si vous payez. Donc, ceci, en Rumeur de la Terre, c'est 2 cartes de sonde, pour le même prix qu'un Enamarch en rivière qui peut vous en sonder toute la partie. Voilà, le calcul, il est assez vite fait, Enamarch en rivière est plus rentable. Donc, même Rumeur de la Terre a été peu joué. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on avait les Corbeaux de la Montagne. Corbeaux de la Montagne qui est une carte qui a dû être erratée, parce que son texte d'origine était juste injouable. Donc, la carte a été erratée. Donc, ça, c'est sorti au seuil de la porte. Donc, extension du Hobbit. Et qui disait, action, incliner un héros que vous contrôlez. Mais voilà, vous avez compris pourquoi on la voit pas dans les decks. Incliner un héros que vous contrôlez pour mélanger le deck de rencontre, et regardez la première carte. Mettez des jetons de progression sur la quête active, égale à la menace de la carte révélée. Alors, oui, deux gros problèmes, hein. Incliner un héros, c'est un prix impayable, ça coûte 1, il faut incliner un héros, il faut mélanger le deck de rencontre, donc vous ne pouvez même pas utiliser de la sonde pour essayer d'optimiser cela. Et encore, le texte d'origine, vous avez peut-être une vieille extension où il est écrit révéler la première carte du deck de rencontre. Autant vous dire que là, c'est du caltable en puissance. Mais c'était une erreur, il fallait bien lire, regarder et non pas révéler. Donc, mais même avec ça, Corbeau de la Montagne n'est pas joué non plus. C'est triste comme vidéo. Je vous dis, la sonde, c'est super puissant, mais toutes les cartes de sonde, on ne les joue pas. Ben oui, tout a été dominé par Enamarch en rivière, par Firial, par Risqué de la lumière, et puis est arrivé Vue perçante. Alors, Vue perçante, on l'a reloué il y a pas longtemps, hein, dans un open the box, parce qu'on est dans le cycle 9, et Vue perçante, ça enterre toutes les autres cartes de sonde qui existent, et devient la carte de sonde la plus puissante du jeu. Vue perçante, ça vous dit, c'est gratuit, c'est maudit 1 de menace, 0 ressources. Souvenez-vous, hein, Needful to Know, c'était, Needful to Know, c'était en secret, c'était gratuit et 1 de menace, d'accord? Donc même coup, si vous êtes en secret uniquement, pour regarder une carte, et éventuellement baisser votre menace. Vue perçante, c'est 1 de menace, c'est gratuit, sans condition. Action, regardez les 5 premières cartes du deck de rencontre.
Alors il faut les remettre dans le même ordre. Mais les 5 premières cartes en solo, c'est une information, mais d'une puissance. En plus, c'est bien, parce que ça vous permet aussi parfois de savoir si vous allez mourir ou pas à l'avance. Mais c'est juste énorme comme carte. Et même en multi, à 2 joueurs, révéler 5 cartes, c'est un tour entier tranquille, voire 2. Donc cette carte, on l'a reviewée, il n'y a pas besoin de faire une analyse plus approfondie, et la carte de sonde la plus puissante du jeu vous donne une information extrêmement précieuse. Aujourd'hui, j'ose affirmer que dans n'importe quel deck qui joue connaissance, ça c'est dedans. C'est un auto-include. Je ne vois pas de raison de ne pas payer cette carte, de ne pas mettre cette carte dans un deck. Je vois pas de raison. Car l'avantage obtenu est tellement puissant par rapport à la faible contrepartie que même avec un deck qui démarre haut en menace, vous mettez ça dans le deck. C'est une des cartes les plus fortes du jeu. C'est dans le top 5 des cartes les plus fortes du jeu, voire même mieux. Tellement c'est fort en solo ou en duo. Hein. Mais à la limite, même une partie à 4 joueurs, même dans une partie à 4 joueurs, mode de jeu qui n'existe pas, mais bon, soit... même dans une partie à 4, je troll, hein, j'aime pas le mot jeu à 4 joueurs. Donc même dans une partie à 4 joueurs, ça c'est fort, vous avez tout le renforcement, vous savez ce qui va sortir. Bon. Voilà, donc c'est la meilleure carte de sonde du jeu, évidemment, quand vous avez une carte comme ça, les autres cartes de sonde, elles s'en prennent un coup. Alors j'aimerais terminer cette vidéo en vous parlant de 2 cartes, ce que j'appelle de la sonde indirecte. Donc c'est quoi la sonde indirecte? C'est de la sonde pour moi, mais ça n'a pas un effet de sonde. Donc ça n'a pas un effet d'aller voir la carte du deck de rencontre. La première, c'est une paix tendue. Une paix tendue, c'est sorti dans les héritiers de Numénor. C'est peu joué. Et ça vous dit, c'est dans l'énergie, et ça vous dit, ça coûte 1. Après qu'un lieu qui ne vaut pas de points de victoire a été exploré, quitte le jeu en tant que lieu exploré, remettez ce lieu sur le sommet du deck de rencontre. En gros, c'est une sonde parce que vous allez connaître la prochaine carte du deck de rencontre. Alors, pourquoi une paix tendue, c'est peu joué? Parce que les lieux, la plupart du temps, quand est-ce qu'ils sont explorés? En phase de voyage. Et donc, vous allez remettre ce lieu sur le deck de rencontre juste avant la phase de combat. Le lieu partira probablement en effet d'ombre. Alors, c'est bien de connaître un effet d'ombre à l'avance, mais il y a tellement d'autres manières de gérer les effets d'ombre que ceci, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, à moins que vous ne puissiez explorer un lieu sans engager d'ennemis, et donc ce lieu reviendrait. Dans des decks lieux, je pense à Aldan, ça peut être sympa. Dans des decks qui n'aiment pas du tout les ennemis, et qui ont besoin, qui préfèrent voir des lieux et tranquillement quêter, c'est une possibilité. Mais ça manque vraiment d'un petit quelque chose pour que ce soit très fort. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas très fort. Une autre carte, qui est pour moi de la sonde indirecte, ce que j'appelle de la sonde indirecte, c'est l'ombre du passé. L'ombre du passé, c'est une carte neutre qui est sortie dans Retour à la forêt noire, donc ça ne nous rajeunit pas, c'est du cycle 1, et qui nous dit, et qui coûte 2, et qui nous dit déplacer la première carte de la défausse de rencontre sur le sommet du deck de rencontre. Ça, c'est beaucoup plus fort qu'une paix tendue, parce que c'est n'importe quelle carte du sommet du deck de rencontre. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'on ne va pas défausser les cartes dans le deck de rencontre dans n'importe quel ordre. Si vous jouez ça, à la fin de la phase de combat, les cartes ombres, je le rappelle, qui restent sur les ennemis pendant toute leur étape d'attaque, et s'ils ne réattaquent pas, ces cartes ombres restent sur les ennemis jusqu'à la fin de la phase de combat. Donc c'est une subtilité de règle que beaucoup de gens négligent, parce que c'est vrai que les cartes ombres, ça prend de la place, alors on a tendance à révéler, défausser. C'est une erreur de règle. Tant que vous ne jouez pas une carte du type l'ombre du passé, ça change pas grand-chose. Mais lorsque vous jouez une carte, vous avez des cartes dans votre deck qui interagissent avec la défausse de rencontre, attention, parce que ces cartes ombres restent. Sauf si l'ennemi effectue une nouvelle attaque. Dans ce cas-là, on doit les défausser. Reste jusqu'à la fin de la phase de combat. Ça veut donc dire que vous pouvez vous les défausser toutes en même temps à la fin de la phase de combat. Dans quel ordre? On choisit. Il n'y a pas de règle quant à la défausse des cartes ombres dans le deck, dans la défausse du deck de rencontre. Sachant cela, l'ombre du passé, qui est une carte peu jouée, prend tout son sens. En fin de phase de combat, lorsque vous avez beaucoup d'ennemis ou d'ombres, vous défaussez tout cela dans l'ordre que vous voulez. Alors attention, c'est encore plus subtil que cela. Si vous détruisez un ennemi,
Ben, évidemment, l'ennemi et son ombre vont directement dans la défausse. Dans quel ordre? L'ordre que vous voulez. Si les ombres restent pendant toute la phase de combat, donc si l'ennemi n'est pas détruit, la carte ombre ou les cartes ombres vont rester sur leurs ennemis respectifs pendant toute la phase de combat. Et là, vous les défaussez à la fin la phase de combat dans l'ordre que vous voulez. Donc vous avez quand même un certain contrôle. L'ombre du passé, certes, c'est cher. C'est son gros défaut. Ça coûte 2. Mais ça coûte 2 pour choisir. C'est mieux encore que de la sombre. Vous choisissez la carte que vous allez avoir en renforcement. Or, ce choix, évidemment, c'est pas, vous pouvez pas choisir dans tout le deck de rencontre. Mais vous pouvez choisir parmi les cartes qui ont été défaussées récemment. Vous déclenchez ça quand vous voulez, au moment où ça vous semble plus opportun. Donc, vous avez une prise encore plus grande qu'une simple sonde. J'appelle donc cela une sonde indirecte, et je trouve cela très fort. Mais c'est cher. Voilà. Donc, je vais passer en revue toutes les cartes de sonde ou assimilées de sonde indirecte. Si j'en ai oublié, ben, les commentaires sont là, mais je pense pas en avoir oublié d'important. Et le Palantir dans tout cela. Mais le Palantir, malheureusement, eh bien, il est dans le bas du classement. C'est triste, parce que, a priori, sur papier, son effet est surpuissant. Ce sont des 3 cartes du deck de rencontre, piocher 1, 2 ou 3 cartes, ou 0. Mais les contreparties sont beaucoup trop violentes. Incliner un héros et augmenter votre menace de, plus souvent 4, voire parfois 6. Et ça fait très, très, très mal. Et donc malheureusement ce Palantir, j'aime bien essayer de sauver des cartes, mais ça me paraît vraiment très, très, très difficile de le jouer dans un deck constant, parce que dès que vous allez jouer sur un scénario qui va être agressif sur la menace, vous allez très vite vous sentir débordé, et vous allez être obligé de construire un deck spécifique. Alors comment je construirais un deck spécifique avec le Palantir? Je l'ai jamais fait. Si je devais le faire, je pense que j'irais immédiatement sur un Aragorn de connaissance, auquel je devrais adjoindre un héros noble. Alors, un héros noble à adjoindre à Aragorn, on pense à Arwen. Et lorsque vous avez une base Aragorn-Arwen, vous avez beaucoup mieux à mettre que des Palantirs dans le deck. Et voilà, on en est là. Donc même si j'avais envie de construire un deck Palantir, la base c'est Aragorn connaissance et Arwen. Pour moi c'est une base peut-être Galadriel. Ouais, pourquoi pas, parce qu'elle va baisser la menace. Éventuellement, Galadriel. Mais même la compensation de menace de Galadriel n'est pas suffisante. Tellement le Palantir va augmenter votre menace. Alors oui, on pourrait s'amuser à essayer d'optimiser le Palantir en utilisant par exemple vue perçante et puis jouant Palantir derrière pour optimiser la pioche et pour limiter l'augmentation de menace. Mais c'est stupide. Pourquoi? Parce que vous allez quand même avoir au moins une carte d'un type qui ne correspond pas, donc vous aurez quand même une augmentation de menace, vous devrez quand même incliner un héros, et vous allez gaspiller 2 cartes sondes pour une combo qui n'est pas si forte, pour une optimisation qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, ça on ne le fait pas non plus. Donc voilà ce Palantir. Bon, pour vous faire plaisir, je vais quand même essayer de le tester, mais il a toujours quitté mes decklists parce que sa contrepartie me paraît tellement contraignante que je ne vois pas l'intérêt de le laisser dans la decklist. Voilà, néanmoins, moi je suis toujours ouvert à la discussion, donc si vous pensez que le Palantir c'est justement une carte exceptionnelle et que je suis complètement dans le faux, ben, n'hésitez pas à m'exposer vos arguments dans les commentaires. N'hésitez pas non plus si vous avez d'autres suggestions ou bien si vous avez d'autres idées de cartes de sonde que je n'aurais pas citées. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces levés, parce que sinon moi je sors mon Palantir et je regarde ce que vous faites le matin sous la douche. Oui, je peux voir ça aussi. Allez, salut!